Pourquoi tu pleures la nuit, maman avait-il demandé un soir d'hiver sans imaginer que cette phrase deviendrait la dernière qu'il lui dirait avant de disparaître, et c'est à ce moment précis que tout s'est arrêté pour Claire Morel, une femme de 62 ans mains aisées, par 40 ans de travail dans la boulangerie de la rue Victor Hugo, à Lyon. Elle n'avait jamais rien voulu d'extraordinaire, juste la paix, la chaleur d'un foyer et le rire de son fils Julien dans la maison. Et pourtant ce soir-là, alors que la pendule marquait 23h47 et que la pluie battait contre les vitres, elle a répondu d'une voix tremblante: parce que tu ne dors plus ici. Ces mots ont résonné comme un glas dans la petite cuisine jaune aux carreaux fissurés. Depuis ce soir, elle parle seule à la table, devant la tasse ébréchée qu'il aimait, et chaque nuit, elle répète les mêmes mots comme une prière sans fin. Ceux qui passent dans la rue de la Barre la voient souvent assise derrière la fenêtre du deuxième étage, la lumière bleue de la télévision éclairant son visage creusé par le manque de sommeil. Elle ne regarde rien, elle écoute juste le silence. Elle attend une porte qui ne s'ouvre plus, un pas dans l'escalier qui ne vient pas. Il y a 8 ans, Julien Morel a quitté l'appartement en promettant de revenir dîner le lendemain. Il n'est jamais revenu, ni appel, ni message, rien, juste un téléphone retrouvé sur le quai Perrache et une enquête qui s'est arrêtée au bout de 3 mois faute de preuves. La police a parlé de disparition volontaire, mais Claire n'a jamais cru à cette version. Son fils n'aurait jamais disparu sans un mot, elle le connaissait trop bien. Elle continue à préparer son assiette chaque soir, à poser son couvert à sa place, à plier soigneusement la serviette bleue avec ses initiales JM brodées à la main en 1998, quand il était encore à l'école primaire. Elle garde même la vieille chemise qu'il portait le jour de son entretien à la mairie. Elle dit que ça sent encore, lui, ce mélange de savon de Marseille, de café froid. Elle la garde près d'elle quand elle s'endort, parfois au petit matin. Les voisins de l'immeuble d'en face l'entendent murmurer son prénom Julien, comme si elle craignait qu'il l'oublie. Elle ne sait plus trop si elle espère, ou si elle a juste peur d'oublier le son de sa voix. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que personne ne veut plus en parler. Son frère Alain lui répète qu'il faut tourner la page, que ça fait trop longtemps, que c'est malsain de vivre avec un fantôme. Mais comment tourner la page quand la moitié de soi est restée sur la ligne B du métro ce jour-là à 16h22? Elle connaît encore l'heure exacte parce qu'elle a relu 100 fois le dernier ticket de métro trouvé dans sa poche, cette date 12 février 2017 gravée dans sa mémoire comme une cicatrice brûlante. Ce soir-là, à la boulangerie, tout le monde se souvient de Claire, debout derrière le comptoir, les yeux dans le vide, incapable de répondre aux clients, les mains tremblantes. Un jeune homme avait même filmé la scène, pensant qu'elle faisait un malaise. La vidéo avait circulé sur Facebook, et les gens avaient commenté: pauvre femme, elle a perdu la tête. Mais personne ne savait la vérité, que dans 15 minutes à peine, elle recevrait l'appel qui allait tout détruire. Un policier lui disant d'une voix mécanique: Madame Morel, on a retrouvé un sac appartenant à votre fille sur le quai Perrache. 15 minutes plus tard, le monde s'effondrerait. Depuis ce jour, la douleur est devenue sa respiration. Elle parle à Julien comme à un visiteur invisible. Elle lui raconte la météo, les infos de France 2, le prix du pain qui augmente encore de 10 centimes. Elle rit parfois seule en se souvenant de ses blagues de gamin, quand il imitait les animateurs de nu. Par ailleurs, elle continue à acheter son yaourt préféré à la vanille. Elle le met dans le frigo et le jette une semaine plus tard parce que personne ne le mange. La douleur est devenue son seul lien avec lui, et plus elle souffre, plus elle a l'impression qu'il existe encore quelque part. Les gens du quartier la saluent avec douceur, mais certains murmurent qu'elle est devenue folle. Pourtant, ceux qui l'ont vraiment connue savent que Claire Morel n'a jamais été une femme faible. Elle a élevé son fils seule. Depuis ses 26 ans après la mort de son mari dans un accident de chantier, elle a travaillé tous les jours de 4 heures du matin à midi, sans vacances, sans week-end, juste pour lui payer ses études à l'université de Grenoble. Elle a économisé chaque centime, chaque pièce de 2 euros dans une boîte en fer avec l'espoir de l'aider à acheter un petit appartement à Lyon. C'était tout ce qu'elle voulait, le voir heureux, installé proche d'elle. Mais ce que le monde ignore, c'est que cette disparition n'a jamais été élucidée et que sous les apparences de la vieille femme brisée, quelque chose commence à bouger dans le silence de la rue de la Barre, quelque chose qui va changer tout ce qu'on croyait savoir sur cette histoire, car dans moins de 15 minutes, à partir du moment où elle entendra un certain bruit à sa porte, tout basculera. Et vous dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une douleur qu'on refuse de comprendre, parce qu'ici c'est une histoire vraie ou presque une histoire qu'on ne peut pas oublier. Avant que le silence ne s'installe dans son appartement du 2e étage, Claire Morel était connue dans tout le quartier de la Guillotière comme la femme la plus généreuse du coin. Chaque matin, depuis 37 ans, elle ouvrait la boulangerie Le Pain Doré à 4 heures tapantes, les cheveux attachés, dans un vieux foulard rouge, le même qu'elle portait depuis 1983. Quand elle avait commencé à travailler avec son mari Marc, à l'époque la vie avait encore le goût du sucre et de la farine fraîche. Dans l'aile, les voisins s'arrêtaient toujours pour sentir l'odeur du pain chaud qui s'échappait de la porte entr'ouverte, et Julien courait entre les sacs de farine en riant, son petit vélo bleu garé juste devant la vitrine. Les clients disaient toujours: il sera boulanger comme ses parents, ce petit-là. Mais Claire savait déjà qu'il irait plus loin. Elle se souvenait encore du premier cahier qu'il avait rempli de dessins de bâtiments, de ponts et de voitures. Elle disait à Marc: tu vois, il a ça dans le sang, il sera ingénieur. Elle avait raison, à 14 ans, Julien avait déjà remporté le concours de sciences du lycée Édouard Herriot. Elle en parlait à tout le monde, fière comme une reine dans son tablier couvert de farine. Elle disait: mon fils fera ce que je n'ai jamais pu faire, il construira quelque chose qui dure. Et chaque fois qu'elle prononçait ces mots, ses yeux brillaient comme ceux d'une femme amoureuse.
Les sacrifices avaient commencé très tôt. Elle avait arrêté d'aller au cinéma, elle avait vendu son alliance en or pour payer le stage d'été de Julien à Marseille en 2008 et noté tout dans un carnet noir, les sommes exactes, les reçus, les factures, la moindre pièce épargnée. Elle savait que dans la vie, il fallait tenir les comptes si on voulait que les rêves tiennent debout. Elle se levait à 3 heures du matin et rentrait souvent à 19 heures les pieds gonflés, les mains fendues par le froid, et pourtant chaque soir elle trouvait la force de cuisiner pour lui, de préparer sa purée de pommes de terre comme il l'aimait et de lui dire en souriant: tu vois mon grand, tout ça c'est pour toi. Julien lui rendait bien, il l'aidait à la boulangerie les week-ends, il portait les sacs de farine de 25 kilos sans se plaindre. Il disait souvent: maman, tu verras un jour, je te construirai une maison à la campagne pour que tu n'aies plus à te lever si tôt. Elle riait sans y croire vraiment, mais elle gardait ces mots au fond de son cœur comme une promesse secrète. Elle notait même la date du jour où il les avait dit, le 18 avril 2011, juste avant son bac. Elle se souvenait du parfum du printemps, ce matin-là, du chant des moineaux sur les toits et du soleil qui entrait par la fenêtre du salon. Leur relation était simple, profonde, tissée de gestes quotidiens et de petites attentions chaque dimanche. Ils regardaient ensemble Question pour un champion tout en mangeant des tartines beurrées et du chocolat chaud, et chaque 14 juillet, ils sortaient sur le balcon pour voir les feux d'artifice du Rhône. Elle disait toujours: regarde bien Julien, c'est la France qui rit. Et il lui répondait: alors tant mieux qu'elle rit maman, parce que toi aussi tu devrais rire plus souvent. Ces mots résonnent encore dans la mémoire de Claire comme un écho venu d'un autre monde. Quand Marc est mort en 1990 sur le chantier de Villeurbanne, écrasé par une poutre d'acier, Claire n'a pas pleuré devant les gens, elle a serré les dents et dit simplement: je dois être forte pour Julien. Elle avait 32 ans et un prêt de 148 000 € sur le dos pour la boulangerie. Mais elle a tenu bon, elle a tout remboursé en 15 ans sans jamais rater une échéance. Elle a refusé toutes les propositions de vendre son commerce, même quand la grande surface du coin a ouvert et qu'elle perdait des clients. Elle disait: tant qu'il y aura un seul voisin qui viendra acheter son pain ici, je tiendrai debout, et c'est ce qu'elle a fait. Julien, de son côté, étudiait dur à Grenoble. Il revenait tous les week-ends pour l'aider. Il parlait de projets de ponts, de lignes de TGV de vies entières à reconstruire, et Claire l'écoutait les yeux brillants. Elle disait: tu iras loin, mon fils, tu iras plus loin que nous tous. Elle croyait que la vie récompense ceux qui aiment vraiment et qui ne trichent pas, et dans son cœur elle se disait qu'un jour elle pourrait enfin se reposer, le voir marié heureux, entouré d'enfants. Mais la vie avait d'autres plans et tout a commencé à changer à partir du moment où Julien a décroché ce contrat à Genève en 2015. Elle ne voulait pas l'empêcher d'y aller, elle savait que c'était une chance. Il gagnait 3 200 € par mois, plus les primes et un logement de fonction. Il appelait chaque soir à 21 heures précises pour lui raconter sa journée. Elle notait même les heures d'appel sur son calendrier accroché près du frigo comme pour garder la trace du temps partagé, mais peu à peu les appels se sont espacés, les silences se sont installés et quelque chose d'indéfinissable a commencé à s'immiscer entre eux. Pourtant, Claire refusait d'y croire. Elle disait toujours: c'est la vie, maman, ne sois pas parano, il a son travail, il est fatigué. Mais dans le fond, elle sentait que quelque chose clochait, une distance qu'elle ne comprenait pas et qu'elle ne voulait pas nommer. C'est à ce moment précis que la véritable histoire commence, celle d'une mère qui a tout donné et qui, sans le savoir, allait tout perdre. Et vous, dites-moi sincèrement, est-ce que vous croyez qu'une mère peut sentir dans son cœur que quelque chose ne va pas avant même que le monde le lui dise? Laissez votre réponse en commentaire, parce que la suite de cette histoire va vous glacer. Les mois qui ont suivi le départ de Julien pour Genève ont été étranges, comme si le temps s'était ralenti dans l'appartement de la rue de la Barre. Au début, Claire recevait des messages presque tous les jours, des photos de son bureau de la vue depuis sa fenêtre sur le lac Léman. Elle les imprimait soigneusement pour les accrocher sur le mur du salon juste à côté du calendrier 2016. Elle notait les dates en dessous des photos avec un stylo bleu. Elle écrivait: premier salaire de Julien, 4 mars 2016 ou encore visite de maman prévue 10 juin. Elle comptait les jours comme une enfant avant Noël. Chaque soir, elle préparait son sac pour le lendemain comme si elle avait encore 20 ans et que la vie lui faisait un cadeau tardif. Quand elle est partie lui rendre visite pour la première fois, le train de Lyon à Genève avait mis 3 heures et 14 minutes. Elle se souvenait encore du bruit régulier des rails, du paysage qui changeait lentement des champs dorés de lin jusqu'aux montagnes bleutées du Jura et de la neige sur les sommets. En arrivant à la gare Cornavin, elle l'avait vu l'attendre avec son manteau gris et son sourire fatigué. Elle avait couru vers lui comme une gamine, serrant son sac de cuir contre elle. Se souvenait du parfum léger de son eau de toilette, du froid mordant sur ses joues et de la chaleur de son étreinte. Il lui avait dit: tu n'aurais pas dû venir, c'est trop loin pour toi, mais ses yeux disaient autre chose, une tendresse mêlée de culpabilité. L'appartement de Julien était petit mais bien rangé au 4e étage d'un immeuble moderne à la rue des Bains. Il y avait une grande baille vitrée qui donnait sur la ville, un canapé gris, un ordinateur portable ouvert sur la table et 2 tasses de café encore tiède. Claire avait remarqué ce détail sans rien dire. 2 tasses pas. Junelle avait souri pourtant et dit simplement: tu vis bien mon fils, je suis fier de toi. Le soir, ils étaient allés dîner dans un restaurant italien à la rue de Carouge. Il avait commandé des pâtes au pesto et du vin rouge. Elle s'était contentée d'une soupe claire et d'un verre d'eau. Elle l'avait observé parler avec passion de ses projets de pont suspendu, d'ingénierie urbaine et de réunions interminables avec ses supérieurs, mais quelque chose dans son ton sonnait faux. Elle se souvenait d'avoir demandé: tu dors bien au moins? Et lui avait répondu trop vite: oui maman, je dors très bien, ne t'inquiète pas. Mais ses cernes racontaient une autre histoire. Elle n'avait pas insisté, elle n'avait jamais voulu être envahissante. Elle s'était juste promis de prier un peu plus chaque soir pour lui et de continuer à l'aimer sans poser de questions.
Au fil des mois, les messages se sont espacés encore un peu plus parfois. Il oubliait de rappeler pendant des jours et quand elle envoyait « Tout va bien, mon cœur », il répondait avec des phrases courtes « Oui, maman, je suis juste débordé » ou « Je t'appelle demain ». Mais le lendemain devenait la semaine suivante, puis le mois suivant à la boulangerie. Claire essayait de ne rien montrer, mais ses collègues voyaient bien qu'elle n'était plus la même. Elle souriait mécaniquement, servait les clients sans vraiment les voir. Parfois, elle renversait la monnaie ou brûlait les croissants dans le four à 220 degrés, chose qui ne lui arrivait jamais avant. Elle disait toujours que tout allait bien, mais à la maison, elle restait assise des heures devant son téléphone posé sur la table en attendant le petit bip du message qui ne venait pas. Elle gardait même la sonnerie spéciale qu'elle avait enregistrée pour lui, un extrait de Me quitte pas de Brel. Elle disait que ça lui portait chance, mais la chanson finissait par la hanter. Un soir de novembre 2016, elle avait reçu un appel inconnu. La voix d'une femme douce mais froide lui avait demandé « Vous êtes bien la mère de Julien Morel ?» Claire avait senti son cœur se serrer. Elle avait répondu oui d'une voix tremblante et la femme avait ajouté « Je suis désolé de vous déranger. Je travaille avec lui à Genève. Il n'est pas venu au bureau depuis 3 jours. Je voulais savoir si elle est bien. » Claire n'avait rien à se répondre. Elle avait juste murmuré « Je vais essayer de le joindre, merci. » Madame, et quand elle avait raccroché, elle avait compris que quelque chose d'invisible se brisait dans son monde. Les jours suivants, elle avait tenté d'appeler sans succès, puis un message était arrivé le samedi soir à 22h18. « Ne t'inquiète pas, maman, je dois m'éloigner un peu, je t'aime, rien d'autre, pas de signature, pas de détails. » Elle avait relu ce message plus de 100 fois, cherchant dans chaque mot une explication, un indice. Elle avait même montré à son frère Alain, qui avait dit « Tu vois, c'est écrit, je t'aime. » Il a bien arrêté de t'en faire, mais Claire savait que ce n'était pas son ton, pas sa manière d'écrire. Elle connaissait son fils comme on connaît les battements de son propre cœur. Pendant les semaines suivantes, elle avait multiplié les appels aux hôpitaux, au commissariat, au consulat. Personne ne savait rien et pourtant elle refusait d'imaginer le pire. Elle se disait chaque matin, il va revenir, c'est juste une mauvaise passe. Elle continuait à préparer ses petits déjeuners à 2, à mettre le sucre dans 2 tasses de café et à ouvrir la fenêtre pour laisser entrer la lumière, comme s'il pouvait la voir depuis là où il était. Les voisins commençaient à murmurer que la pauvre Claire perdait la tête, qu'elle s'accrochait à un fantôme, mais ceux qui la connaissaient savaient que c'était simplement de l'amour brut, celui d'une mère qui préfère souffrir que d'admettre la perte. Et pourtant ce n'était que le début, car dans les semaines qui allaient suivre, la vérité allait se dessiner lentement au détour d'un appel, d'une lettre et d'une rencontre inattendue, mais avant cela il fallait que la douleur fasse son œuvre. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Claire? Auriez-vous eu le courage d'y croire encore? Auriez-vous lâché prise? Dites-le en commentaire, parce que la suite va tout changer. Les semaines qui ont suivi la disparition de Julien ont plongé Claire dans un brouillard sans fin. Les jours se confondaient, les nuits se vidaient de sommeil et chaque matin la même question revenait. Où est-il? Elle allait au commissariat de la rue Marius Berlier presque tous les 2 jours. Au début, le capitaine Lefebvre l'accueillait encore avec une forme de politesse professionnelle. Il lui disait « Madame Morel, nous faisons tout notre possible », mais au fil du temps la voix devenait sèche-lait. Regard fuyant et les phrases plus courtes, il faut laisser la police travailler, disait-il sans la regarder. Et Claire repartait chaque fois avec la même sensation de froid dans la poitrine, comme si on lui volait un peu plus d'espoir à chaque mot. Un matin de mars 2017, elle avait attendu 3 heures entières sur une chaise métallique du commissariat, son dossier sur les genoux rempli de copies de mailles, de photos de Julien, de relevés bancaires. Rien n'avait bougé sur son compte depuis le 10 février. Elle montrait tout au sergent de garde, qui hochait vaguement la tête sans même lire. Il lui avait dit « On a déjà vérifié, madame, si votre fils voulait disparaître, il en a le droit ». Cette phrase l'avait frappée comme une gifle. Elle avait répondu « Vous croyez qu'un fils disparaît comme ça sans prévenir sa mère ?» Mais il avait haussé les épaules et ajouté « On voit ça tous les jours. Madame, les jeunes partent recommencer ailleurs ». Ce jour-là, en sortant du commissariat, elle s'était arrêtée au café Le Perroquet Bleu juste en face. Elle avait commandé un café noir qu'elle n'avait même pas bu. Le serveur l'avait reconnu. Il lui avait dit « Vous venez encore pour votre fils ?» et d'un ton qui se voulait compatissant, il avait ajouté « Vous savez, parfois faut accepter l'inacceptable ». Elle avait senti les larmes monter, mais elle avait refusé de pleurer devant lui. Elle avait simplement dit « Vous avez des enfants, monsieur ?» Et quand il avait répondu non, elle avait glissé « Alors vous ne pouvez pas comprendre ». Les humiliations avaient commencé là dans les petites choses, dans ce regard qui disait tout sans parler, les voisins qui changeaient de trottoir pour ne pas croiser ses yeux, les commerçants qui parlaient plus bas quand elle entrait dans la boutique, la caissière de la supérette qui lui disait « Courage madame, Morel, le temps arrange », tout alors qu'elle savait que le temps ne répare rien, il creuse seulement plus profondément la douleur. À la boulangerie, la rumeur s'était installée comme un courant d'air froid. Certains disaient que Julien avait des dettes, d'autres qu'il était parti avec une femme mariée. Une cliente avait même chuchoté un matin « On dit qu'il a fait des bêtises avec l'argent de son entreprise ». Claire avait entendu, elle avait serré les mains si fort qu'elle s'en était fait saigner les paumes, mais elle n'avait rien dit. Elle avait continué à servir les pains au chocolat comme si de rien n'était, mais chaque mot, chaque regard, chaque ricanement lui laissait une trace brûlante sur la peau. Un soir, elle avait décidé d'aller à Genève. Elle voulait parler directement à l'entreprise où Julien travaillait. Le trajet de 3 heures lui avait semblé une éternité. Arrivée là-bas, elle avait trouvé la tour grise de la société Genstrecht Engineering au 22 rue de Montbriand. Elle s'était présentée à l'accueil avec son dossier serré contre elle. La réceptionniste, une jeune femme blonde au sourire figé, lui avait dit « Madame Morel, je suis désolé, mais monsieur Morel n'est plus employé ici depuis
Février, Claire avait senti son cœur se dérober, elle avait balbutié. Mais comment ça, plus employé? Il n'a pas démissionné. Il adorait son travail, la femme avait haussé les épaules en répondant « Je ne suis pas autorisé à donner plus d'informations. Bonne journée, madame », et la conversation s'était terminée là dans le silence glacial du hall. Dehors, il pleuvait, elle s'était réfugiée sous un abribus trempé jusqu'aux os. Un vieil homme lui avait demandé « Ça va, madame, vous avez besoin d'aide ?» Elle avait simplement dit « Je cherche mon fils ». L'homme avait baissé la tête, comme s'il ne voulait pas voir la douleur qui se lisait dans ses yeux. Il était parti sans un mot. À son retour à Lyon, son frère Alain était passé la voir. Elle avait posé sur la table une pile de journaux et dit « Claire, il faut arrêter maintenant, la police a raison, il a choisi sa route ». Elle avait répondu « Tu crois vraiment qu'il m'aurait laissé comme ça sans un mot? Toi tu crois ?» À ça, elle avait haussé les épaules et dit « Les jeunes sont imprévisibles ». Elle s'était levée brusquement et lui avait lancé « Il n'est pas comme ça, tu ne le connaissais pas comme moi ». Sa voix avait tremblé. Pour la première fois depuis des mois, et Alain avait quitté l'appartement sans se retourner. Le lendemain, une lettre anonyme était arrivée dans sa boîte postale, une feuille blanche pliée en 200 signatures, juste ces mots écrits à la main. « Arrêtez de chercher, vous ne comprendrez pas ». Elle l'avait lu 100 fois en essayant de reconnaître l'écriture sans succès. Elle l'avait porté au commissariat, mais on lui avait dit « Ce n'est pas une menace, madame, inutile d'encombrer le service, encore une humiliation, encore un mur ». Peu à peu, Claire avait compris qu'elle était seule, vraiment seule, contre un monde qui ne voulait plus l'écouter, et chaque refus, chaque porte fermée renforçait en elle une rage silencieuse qu'elle n'osait pas encore nommer, mais qui grandissait dans le fond de son ventre comme une flamme. Et vous, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'on se moquait de votre douleur, qu'on traitait votre souffrance comme un caprice? Écrivez-le dans les commentaires, parce que ce qui va arriver à Claire ensuite va vous serrer le cœur. Les semaines suivantes ont transformé la douleur de Claire en un poids presque physique. Chaque matin, elle descendait à la boulangerie en sentant les regards lourds des clients, les murmures derrière son dos, les chuchotements des voisins et la froideur des commerçants qui avaient l'habitude de la connaître chaleureuse et souriante. Elle devait maintenant faire face à un monde qui jugeait et condamnait sans connaître les faits. Elle servait les pains aux raisins, les baguettes traditionnelles et les croissant encore tiède, tout en sentant le poids du jugement peser sur ses épaules. Un jour de mai 2017 à 17h03, une voisine l'a interpellée sur le trottoir de la rue Victor Hugo. « Claire, vous êtes toujours ici seule, avec vos histoires », avait-elle dit en riant avec mépris. Claire avait serré ses sacs de courses contre elle et murmuré « Je ne suis pas seule, je pense à Julien ». La voisine avait éclaté de rire et s'était éloignée en chuchotant des mots qui lui brûlaient les oreilles. Quelle obsession cette femme! Elle avait senti les larmes monter, mais avait refusé de pleurer en public. Elle rentra chez elle et posa les sacs sur la table en regardant le vieux calendrier. 2017 accroché près du frigo, elle avait marqué en rouge le 12 février chaque année depuis 2017 et chaque marque rouge lui rappelait l'absence. Au même moment, les humiliations bureaucratiques continuaient à Genève. La société Genstruct Engineering avait refusé de lui donner toute information sur Julien. Elle avait envoyé des emails précis avec nom, date, heure de présence et relevé bancaire et chaque fois on lui répondait par une phrase froide « Nous ne pouvons pas vous fournir d'informations confidentielles ». Et Claire savait que c'était la seule façon qu'ils avaient de lui dire « Arrêtez de chercher ». Elle sentait leur arrogance commune. Gifle invisible, mais elle n'avait pas le droit de hurler. Les voisins et le quartier commençaient à se mêler de sa vie de façon sournoise. Le facteur déposait le courrier en la regardant de travers. Le boulanger du coin voisin lui glissait « Vous devez vous détacher un peu de votre fils, madame », comme si c'était un conseil et pas une attaque. Et les enfants des voisins qui jouaient dans la cour la pointaient du doigt en répétant les rumeurs qu'ils avaient entendues à l'école. Madame Morel cherche son fils disparu comme une folle, tout cela, alors qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne et n'avait simplement aimé un enfant plus que tout au monde. Un samedi soir de juin à 20h46, un ami de la famille avait pris une photo d'elle assise sur le banc devant son immeuble trompé par la pluie et l'avait postée sur un réseau social accompagnée de la phrase « Pauvre vieille dame perdue dans ses souvenirs ». La photo avait reçu des centaines de likes et de commentaires moqueurs. Claire avait vu cela sur son téléphone en tremblant et avait murmuré « Julien, s'il savait tout, il comprendrait, personne n'avait compris rien ». À la boulangerie, les clients qui autrefois la saluaient chaleureusement commençaient à la contourner ou à passer leur chemin. Certains l'ignoraient complètement, tandis que d'autres lançaient des phrases à voix basse mais suffisamment fort pour qu'elle entende « Vous devriez abandonner » ou « C'est trop tard pour ce fils ». Et chaque mot lui brûlait le cœur. Elle avait l'impression que le monde entier conspirait contre elle. Une après-midi d'août à 16h22, elle avait reçu un appel de Genève. Une voix masculine anonyme avait dit « Madame, Morel, arrêtez de nous harceler, votre fils est majeur, il fait ce qu'il veut ». Elle avait demandé « Où est-il? Qu'est-ce qui lui arrive ?» Et la ligne était tombée brutalement, laissant un silence qui pesait comme une pierre sur sa poitrine. Elle avait regardé autour d'elle à la boulangerie et constaté que même les clients, qui n'avaient jamais été méchants, l'observaient avec curiosité et jugement. Les humiliations atteignaient maintenant tous les aspects de sa vie. Elle ne pouvait plus ouvrir son courrier sans craindre une moquerie. Elle ne pouvait plus sortir sans entendre des murmures, ni aller chercher ses courses sans sentir les regards insistants. Elle avait commencé à porter des gants même en été pour cacher ses mains tremblantes de rage et de tristesse. Elle s'asseyait sur le vieux canapé gris le soir en regardant la fenêtre et imaginait Julien revenir et leur dire que tout cela n'était qu'un malentendu, mais elle savait que ce n'était pas possible.
Les rares amis qui restaient essayaient de la réconforter, mais eux aussi commençaient à se lasser de ces histoires répétitives à table. Les repas étaient silencieux, les conversations se terminaient vite, et Claire sentait que même l'amour de ceux qui restaient était teinté de frustration et d'impatience. Elle marchait seule dans les rues la nuit en respirant l'air frais du Rhône et en sentant les lampadaires allumés comme des témoins muets de sa douleur. Et pourtant quelque chose bouillonnait à l'intérieur d'elle, cette colère silencieuse, cette énergie qu'elle n'osait pas encore utiliser. Elle sentait que chaque humiliation accumulée allait finir par se transformer en force et que chaque mot cruel, chaque regard méprisant serait un carburant pour ce qui allait suivre, car Claire Morel ne voulait plus rester passive et dans les prochains chapitres le monde entier allait découvrir qu'une mère blessée peut devenir une force que rien ne peut arrêter. Et vous auriez fait quoi à sa place? Auriez-vous supporté tant d'injustice? Ou auriez-vous déjà craqué? Dites-le en commentaire, car la suite de cette histoire va révéler un tournant inattendu. L'automne 2017 avait transformé l'existence de Claire en un enfer quotidien. Chaque matin, elle descendait les marches de son appartement de la rue de la Barre en sentant les regards peser sur sa nuque, les murmures des voisins qui s'étaient multipliés au fil des mois et cette impression que la ville entière observait ses moindres gestes. Les enfants qui couraient devant la boulangerie lançaient des phrases comme « Regardez la folle de la rue Victor Hugo » et elle les entendait comme un écho cruel de la réalité qu'elle refusait d'accepter. Un jour précis, le 14 octobre à 16h15, elle avait décidé de faire ses courses au marché de la Croix-Rousse. Elle tenait son sac en toile avec précaution marchant entre les étals, colorait les fruits rouges, les tomates d'Italie et les bouquets de lavande, mais chaque vendeur semblait savoir qu'elle était vulnérable. Certains lui lançaient des regards moqueurs, d'autres murmuraient « Elle cherche toujours son fils » et une voisine qu'elle connaissait depuis 20 ans avait dit suffisamment fort pour que tout le monde entende. Pauvre femme, elle s'accroche à un fantôme. Claire avait senti ses mains trembler, elle avait serré les sacs contre elle et avait murmuré « Je l'aime, il reviendra ». À la boulangerie, les humiliations publiques avaient atteint un niveau insupportable. Les clients l'observaient comme si elle était un spectacle. Elle servait le pain encore chaud avec un sourire figé et entendait des commentaires à voix basse. Elle perd la tête. Quelle obsession! Elle ferait mieux de s'occuper d'elle-même. Et ce qui était le plus cruel, c'est que même certains amis proches ne savaient plus comment réagir. Ils essayaient de changer de sujet ou de rire, mais la tension dans la pièce était palpable. Un soir de novembre à 19h22, un appel inattendu avait bouleversé la routine. Elle avait décroché le téléphone et entendu la voix d'un inconnu. « Madame Morel, nous vous conseillons de cesser vos recherches, votre fils ne veut plus être contacté. » Elle avait demandé « Qui êtes-vous et comment osez-vous parler ainsi ?» Et la ligne s'était coupée brutalement, laissant un silence qui pesait comme une pierre sur sa poitrine. Elle avait regardé autour d'elle à la boulangerie et constaté que même les clients habituels l'observaient avec curiosité et jugement. Les humiliations numériques avaient commencé également. Une photo d'elle assise sur le banc devant l'immeuble sous la pluie avait été publiée sur les réseaux sociaux, accompagnée de commentaires cruels. « Regardez cette pauvre vieille folle qui pleure pour un fils disparu ». Les notifications s'étaient multipliées et Claire avait passé la soirée à lire chaque mot en sentant la rage et la douleur monter comme un volcan prêt à éclater. Elle avait serré les poings sur la table en regardant la lumière bleue du téléphone. Au commissariat, la situation n'était pas meilleure. Le capitaine Lefebvre avait refusé de réagir aux lettres anonymes et aux appels inquiétants. « Nous ne pouvons rien faire, madame », disait-il chaque fois, et Claire avait compris que le système qu'elle croyait protecteur la laissait seule face à un monde cruel. Elle se souvenait du billet de train de Julien du 12 février 2017 et de la promesse qu'il y avait faite, et ce monde semblait vouloir tout effacer comme si leur lien n'avait jamais existé. Le point culminant survint le 5 décembre 2017 à 18h47. Elle rentrait à la maison quand 3 adolescents la bloquèrent sur le trottoir. « Tu vas encore pleurer pour ton fils ?» L'un d'eux lança son sac sur le trottoir et rit bruyamment. Claire sentit le rouge lui monter aux joues et la colère l'envahir. Elle resta silencieuse un instant, puis murmura « Un jour, vous comprendrez » et continua son chemin, le cœur battant, la pluie tombant sur ses cheveux trempés, ses chaussures glissantes sur les pavés mouillés. Elle avait senti pour la première fois une force sourde en elle, prête à éclater. Les humiliations avaient atteint un niveau tel que chaque coin de sa vie semblait conspirer contre elle-même. Les voisins qui avant l'aimaient la juger, maintenant les clients qui la connaissaient l'évitaient, les collègues murmuraient et la police était impuissante. Chaque événement semblait calculé pour l'écraser, mais quelque chose en elle commençait à bouger, une énergie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, une clarté dans sa douleur qui lui disait que tout allait changer et qu'elle ne serait plus jamais la même. Et vous, qu'auriez-vous fait dans cette situation? Auriez-vous laissé le monde vous écraser ou auriez-vous puisé dans votre douleur la force de résister? Écrivez-le dans les commentaires, car le prochain chapitre va montrer le moment où Claire commence à se réveiller et décide de ne plus accepter l'injustice. C'était un soir froid de janvier 2018, exactement à 20h11, que Claire s'était assise sur son vieux canapé gris face à la fenêtre du salon, observant les lumières de Lyon scintiller sur le Rhône. Elle tenait une tasse de thé brûlant dans ses mains tremblantes, le parfum du thé se mélangeant à l'odeur du pain fraîchement cuit qu'elle avait laissé refroidir sur la table derrière elle. La boulangerie était vide et silencieuse, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit un calme étrange s'installer dans sa poitrine.
Les semaines de humiliation incessante, les regards moqueurs des voisins, les commentaires cruels des clients, les appels froids et menaçants de Genève, tout cela avait construit en elle une colère silencieuse mais puissante. Elle respira profondément et sentit chaque injustice comme un poids qu'elle pouvait enfin transformer en énergie. Quelque chose en elle venait de basculer. Elle sentit une clarté qu'elle n'avait jamais eue jusque-là et comprit que le temps de subir était terminé. Elle se leva lentement et marcha jusqu'au calendrier accroché au mur près du frigo. Chaque case marquée en rouge rappelait les dates importantes. Julien avait toujours été son monde et maintenant il fallait qu'elle prenne le contrôle de ce monde. Même sans lui, elle toucha la photo de son fils collée sur le mur et murmura « Je ne laisserai plus personne me voler ton nom ni ton amour ». Un frisson parcourut son corps comme si chaque injustice accumulée la galvanisait. Elle se souvint des billets de train de Grenoble à Genève du 18 avril 2015, où elle l'avait vu partir, et de toutes les promesses non tenues, des lettres anonymes, des messages froids et des regards moqueurs. Elle sentit une colère précise et déterminée, et non plus une douleur passive. Quelque chose en elle s'éveillait, une force longtemps ignorée, une volonté de se lever et de transformer chaque humiliation en action concrète. À ce moment-là, elle réalisa que la boulangerie n'était pas seulement un lieu de travail, mais un symbole de sa dignité et de son héritage. Elle sentit les sacs de farine dans la cave comme un poids qu'elle pouvait maintenant utiliser pour construire et non subir. Elle avait des idées précises pour récupérer des informations, pour documenter chaque injustice et créer une preuve irréfutable que la société et certaines personnes avaient cru pouvoir l'écraser. Ses mains tremblaient, mais pour la première fois, ce n'était pas de peur, mais de détermination. Elle repensa à la voix anonyme de Genève. Arrêtez de chercher, et sourit intérieurement. Non, murmura-t-elle, je ne vais pas arrêter. Chaque humiliation enregistrée, chaque mot cruel, chaque regard méprisant serait désormais une pièce du puzzle qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Elle se leva et fit les 100 pas dans le salon. Le parquet grinçait sous ses pieds et chaque pas semblait frapper un rythme nouveau dans son cœur. Elle prit un carnet noir et un stylo bleu exactement comme celui où elle avait noté toutes les dépenses et les jours où Julien était parti en voyage scolaire et commença à lister chaque incident, chaque humiliation, chaque refus de coopération des autorités et des voisins. Elle savait que ces notes seraient sa première arme. À 21h04, elle s'assit devant son ordinateur et créa un fichier intitulé Julien Morel. Chronologie complète, chaque email de Genève, chaque appel manqué, chaque commentaire sur les réseaux sociaux, chaque photographie humiliante, tout y était avec date, heure et détails précis. Elle sentit la clarté grandir et pour la première fois depuis longtemps le monde autour d'elle sembla moins oppressant, moins hostile, et même le vent froid de janvier semblait soutenir sa détermination. Elle se souvenait de son frère Alain et des amis qui l'avaient doucement poussé à abandonner, mais maintenant elle voyait tout clairement leur incompréhension n'était pas un obstacle, mais un signal que sa mission devait continuer. Elle n'était plus la victime impuissante d'avant. Chaque humiliation était un carburant, chaque regard moqueur une preuve que la vérité devait éclater. À ce moment précis, Claire sut qu'elle ne pleurerait plus jamais seule dans son appartement, que les injustices qu'elle avait subies ne resteraient pas impunies et que Julien, même absent, était la raison et la force de sa détermination. Elle leva les yeux vers la fenêtre et murmura « Maintenant je me lève et rien ni personne ne pourra m'arrêter ». Et vous, que feriez-vous si vous aviez subi des humiliations incessantes et que soudain la force de la clarté et de la justice vous frappait? Auriez-vous le courage de vous lever aussi? Dites-le dans les commentaires parce que la suite de cette histoire va révéler comment Claire transforme sa douleur en pouvoir. Les semaines qui ont suivi le réveil de Claire ont été un mélange étrange de calme apparent et de tension intérieure. Elle notait tout avec précision chaque humiliation, chaque remarque, chaque faux conseil, chaque regard méprisant, chaque appel anonyme. Tout était consigné dans son carnet noir et sur son ordinateur à 9h17 un lundi matin. Elle relut tous les emails reçus de Genève depuis 2016, les imprimant page par page pour avoir un dossier complet. Solide, elle savait qu'elle devait avoir des preuves tangibles et irréfutables avant de bouger et que chaque détail comptait. À 11h42, elle décida de retourner à la société Genstruct Engineering avec son dossier complet. La pluie fine tombait sur le pavé de la rue de Montbriand et l'air sentait le béton humide et l'odeur des cafés environnants. Elle marcha lentement, mais avec une assurance nouvelle. Le hall était vide. Elle montra son dossier à l'accueil et dit d'une voix ferme « Je veux parler au directeur ou à la personne responsable de M. Julien Morel, la réceptionniste ». Fronça les sourcils, mais fut obligé de passer l'information et 5 minutes plus tard, un homme en costume gris foncé apparut, le regard sévère. Madame Morel, vous comprenez que nous ne pouvons divulguer aucune information, dit-il d'un ton officiel. Claire le regarda droit dans les yeux et répondit « Je ne demande pas d'informations confidentielles. Je demande simplement des preuves de présence et de travail de mon fils. Chaque email, chaque signature, chaque rapport que vous avez et que vous refusez de me montrer sera noté dans un rapport public. » Le directeur blêmit légèrement. Il n'avait pas prévu cette détermination et sentit pour la première fois le poids réel de cette femme apparemment fragile mais méthodique et précise. À 14h03, elle quitta l'immeuble avec plusieurs copies de documents officiels, des emails internes et des confirmations signées. Elle sourit intérieurement car pour la première fois, quelque chose avait commencé à changer. Le vent semblait pousser ses pas et même la pluie lui paraissait bénigne. Elle savait que ses premiers signes de pouvoir étaient invisibles aux yeux du monde, mais tangibles pour elle et pour chaque injustice qu'elle allait transformer en action.
De retour chez elle, elle passa l'après-midi à organiser tout le matériel dans des classeurs et sur son ordinateur, chaque élément avait un code, chaque date un numéro d'identification et elle savait que lorsqu'elle montrerait ce dossier, les regards moqueurs se transformeraient en étonnement et chaque humiliation prendrait une dimension publique et incontestable. Elle entendit pour la première fois un sentiment de contrôle et de satisfaction mêlé à sa colère. À 18h27, elle envoya un email soigneusement rédigé à plusieurs contacts professionnels de Julien et à des amis de la famille expliquant sa démarche, demandant des confirmations et détaillant les incohérences et les omissions qu'elle avait découvertes dans les réponses officielles. Les notifications de réponse commencèrent à arriver et à chaque nouveau message, elle sentait une tension électrique dans ses mains et dans son cœur comme si chaque mot publié devenait une arme contre les injustices qu'elle avait subies. Le lendemain matin, 7h15, elle reçut un appel d'une ancienne collègue de Julien qui disait « Claire, je ne savais pas tout ça, je peux vous aider, je peux vous donner des copies des rapports. » Elle nota chaque détail et le lendemain, elle se rendit à la bibliothèque municipale pour scanner et archiver tout le matériel supplémentaire. Chaque document renforçait sa position, chaque preuve accumulée faisait croître la confiance en elle et la certitude que sa douleur allait bientôt se transformer en justice. Visible et tangible. Pour la première fois depuis longtemps, elle sortit dans la rue sans peur, où chaque regard des passants lui semblait insignifiant. Face à la force qu'elle avait accumulée, elle savait que bientôt le monde entier comprendrait la détermination et le pouvoir d'une mère injustement humiliée, et que chaque personne qui avait ri ou murmuré à son sujet allait voir la vérité éclater. Et vous imaginez-vous ce que ça fait de transformer la douleur en puissance de manière méthodique et silencieuse? Aurez-vous le courage de préparer votre revanche avec précision comme Claire? Écrivez-le dans les commentaires, car le prochain chapitre révélera la confirmation totale de son pouvoir et l'effet immédiat sur tous ceux qui l'avaient humilié. Le matin du 12 février 2018 à 8h02, Claire avait pris place devant son ordinateur, le dossier complet de Julien Morel ouvert sur l'écran, chaque document, chaque email, chaque preuve d'injustice soigneusement classée. Elle sentait une tension électrique dans ses mains et dans tout son corps comme si chaque caractère tapé devenait une arme. Elle savait que ce jour allait tout changer. Elle envoya des copies aux autorités compétentes, à des journalistes locaux et à des amis de confiance accompagnés d'un résumé précis avec date, heure, lieu et nom, chaque élément validé par une tierce personne, chaque signature vérifiable, chaque absence documentée, chaque mensonge exposé. Elle avait construit un réseau invisible mais implacable de preuves tangibles et irréfutables, et pour la première fois, depuis 3 ans, la peur avait disparu, remplacée par un sentiment de contrôle et de puissance. À 9h46, le téléphone sonna, une voix de la société Genstrect Engineering se fit entendre. « Madame Morel, nous avons reçu vos documents, nous devons nous rencontrer immédiatement. » Claire sourit en entendant ce ton hésitant. Elle répondit calmement « Oui, je viendrai à 10h, précise le regard des passants dans la rue. » Alors qu'elle quittait son appartement semblait insignifiant, elle marchait avec assurance, le vent froid de février frappant ses joues, mais son esprit était concentré, clair. À 10h03, elle entra dans le hall de la société. Le directeur et plusieurs responsables étaient présents, le visage pâle et la posture tendue. Ils comprirent immédiatement que la femme qu'ils avaient crue faible et désarmée était en réalité méthodique et parfaitement préparée. Claire posa son dossier sur la table et dit « Voici chaque preuve de l'injustice que j'ai subie et de l'ignorance de votre entreprise concernant mon fils. » Le directeur tenta de protester, mais Claire leva la main et ajouta « Je vous demande simplement de confirmer chaque élément et de corriger les omissions, chaque refus et chaque mensonge. » Les documents étaient étalés devant eux, chaque email imprimé, chaque capture d'écran, chaque lettre anonyme, chaque note de service. Elle montra comment chaque refus et chaque moquerie avaient été consignés et comment chaque injustice avait été méthodiquement archivée pour prouver la vérité. Chaque visage dans la pièce changea lentement du mépris à la consternation. Total, le pouvoir avait changé de camp et Claire le détenait maintenant. À 11h21, la nouvelle se répandit sur les réseaux sociaux locaux. Un journaliste ayant reçu le dossier écrivit « La mère de Julien Morel expose l'injustice d'une société qui refusait de donner des informations sur son fils disparu. » Les notifications de messages de soutien commencèrent à arriver, des centaines de commentaires de solidarité. Les voisins qui autrefois murmuraient et riaient désormais exprimaient leur étonnement et leur respect, et les clients de la boulangerie regardaient Claire avec des yeux neufs comme si elle était devenue un symbole de force et de détermination. À 12h45, Claire reçut un appel de son frère Alain. Il disait d'une voix tremblante « Claire, je ne pensais pas que tu pourrais le faire. » Elle sourit et répondit « Il n'a jamais été question de moi, je fais ça pour Julien et pour toutes les injustices que nous subissons. » Les documents officiels des autorités commençaient à arriver avec confirmation et excuses formelles. Les mots qu'elle avait entendus des années auparavant, comme vous ne comprendrez pas et arrêtez de chercher, revenaient maintenant avec un goût amer mais accompagné de respect et de reconnaissance. Chaque humiliation subie devenait une pièce du puzzle qui confirmait sa victoire. Le regard des témoins avait changé, le système reconnaissait enfin son erreur et même ceux qui l'avaient ignoré ou raillé devaient maintenant se plier à la réalité. Claire avait réussi à transformer la douleur en action et la honte en puissance. Elle avait prouvé que même la victime la plus discrète pouvait détenir le pouvoir quand la détermination et la méthodologie se rejoignaient.
À 14h30, elle sortit dans la rue, les passants l'observaient avec respect, même la pluie fine de février semblait applaudir ses pas, chaque geste de sa journée désormais portait la marque de son nouveau pouvoir, elle savait que ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape, et que chaque injustice future serait affrontée avec la même clarté et la même force. Et vous pouvez imaginer ce que ça fait de voir les gens qui vous humiliaient reconnaître votre force de manière irrémédiable. Auriez-vous le courage de transformer vos blessures en victoire? Comme Claire, dites-le dans les commentaires et partagez cette histoire avec ceux qui doivent comprendre que la douleur peut devenir puissance. Le 13 février 2018 à 8h37, Claire était déjà debout, son dossier de preuve parfaitement classé, ouvert sur la table, le café fumant à côté d'elle, l'odeur chaude et amère se mêlant au parfum du vieux bois de son appartement. Elle relut chaque document pour s'assurer que rien n'avait été oublié. Chaque email, chaque lettre, chaque capture d'écran, chaque signature, chaque détail avait été vérifié et doublement vérifié. Elle savait que le moment de vérité était arrivé. À 9h12, elle envoya une copie finale du dossier aux autorités compétentes à Genève et à Lyon, accompagnée d'un résumé clair et précis des injustices subies. Elle nota dans le mail: toute omission ou refus de réponse supplémentaire sera interprété comme négligence et publié. Elle sentit une tension électrique dans ses mains et dans tout son corps, comme si chaque caractère tapé avait le pouvoir de changer le monde, et pour la première fois depuis des années, la peur avait disparu. À 10h05, la société Genstruct Engineering reçut la copie finale. Elle avait été convoquée par le directeur et plus irresponsable, le visage blême et la posture tendue. Claire entra dans la salle avec assurance, le dossier en main, et posa chaque document sur la table en disant: voici tout ce que vous m'avez refusé, toutes les preuves de négligence et d'humiliation. Le directeur tenta de protester, mais Claire leva la main et dit: écoutez attentivement. Chaque point doit être confirmé et rectifié. À 10h42, le premier email officiel d'excuse arriva de Genève. Madame Aurel, nous reconnaissons que notre réponse a été inadéquate et que nous aurions dû vous fournir ces informations plutôt claires. Sourit intérieurement, mais resta concentrée. Elle savait que la véritable justice ne se limitait pas à des mots mais à des actions tangibles et mesurables. Chaque rectification devait être faite rapidement et correctement pour que l'injustice soit réellement corrigée. À 11h15, les voisins qui autrefois murmuraient et riaient de ces malheurs commencèrent à changer de comportement. Certains vinrent frapper à sa porte pour exprimer leur soutien, d'autres observaient de loin en silence l'image d'une femme autrefois vulnérable, devenue forte et méthodique, se répandit rapidement dans le quartier. Le regard des passants sur la rue de la Barre avait changé, et même les enfants qui la raillaient auparavant baissaient les yeux en la voyant passer. À 12h03, la première vérification officielle fut faite sur les documents concernant Julien. Chaque signature, chaque présent, chaque tâche accomplie fut confirmée par les supérieurs de Genstruct Engineering. Les omissions et refus antérieurs furent rectifiés. Chaque point d'injustice reconnu officiellement, et pour la première fois depuis 3 ans, Claire sentit une satisfaction profonde mélangée à la certitude que le monde autour d'elle commençait à comprendre la réalité et la gravité des humiliations qu'elle avait subies. À 12h45, des messages de soutien commencèrent à arriver de tous les côtés, amis, familles, collègues et même étrangers qui avaient suivi son histoire sur les réseaux sociaux. Le mot courage revenait dans presque tous les messages. Chaque témoignage renforçait sa position et la transformait en symbole de force et de justice visible et tangible. Claire sentit pour la première fois une légèreté dans son corps, comme si chaque injustice avait été retirée et remplacée par du respect et de la reconnaissance. À 13h30, la première rectification publique fut publiée sur les réseaux sociaux locaux. La mère de Julien Morel obtient la reconnaissance officielle des autorités et de l'entreprise pour les négligences passées. Les commentaires d'étonnement et d'admiration affluèrent et les personnes qui avaient ri ou murmuré auparavant furent confrontées à la puissance méthodique et implacable de Claire. Chaque humiliation passée se transformait en preuve et chaque preuve renforçait son autorité et son pouvoir. Et auriez-vous cru possible que la justice arrive ainsi de manière immédiate et mesurable? Auriez-vous eu le courage de transformer votre douleur en action méthodique comme Claire? Dites-le dans les commentaires et partagez cette histoire avec ceux qui doivent comprendre que la persévérance et la détermination peuvent renverser même les humiliations les plus cruelles. Le 14 février 2018 à 8h21, Claire s'assit à son bureau. Le soleil de Lyon filtrait à travers les persiennes et éclairait doucement les pages de son dossier. Chaque document reflétait les humiliations subies, les injustices passées et maintenant la puissance qu'elle avait construite à partir de chaque douleur. Elle prit une profonde inspiration et sentit une légèreté nouvelle dans ses épaules, comme si chaque poids accumulé pendant 3 ans s'était transformé en force pure. Les notifications de mails et de messages affluaient de toutes parts. Les autorités confirmaient officiellement chaque point de négligence. La société Genstruct Engineering envoyait des excuses formelles et proposait des mesures correctives concrètes. Les voisins, qui avaient autrefois murmuré et ri de sa douleur, venaient frapper à sa porte avec des mots de respect et d'admiration, et même les enfants du quartier regardaient désormais Claire avec des yeux pleins d'étonnement et de respect. Chaque humiliation passée se transformait en reconnaissance publique et sociale. À 9h37, un article publié sur le journal local détaillait toutes les démarches et preuves apportées par Claire. L'histoire devint rapidement virale sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient. Quelle force incroyable, une mère déterminée, justice enfin rendue, et les partages se comptaient par centaines. Chaque publication
soulignait non seulement la force de Claire, mais aussi le changement complet dans la dynamique sociale et familiale de son quartier et de son entourage. À 10h14, Claire reçut un appel de la part d'une association de défense des droits des familles qui avait suivi son dossier depuis le début. Il voulait la rencontrer pour documenter son histoire et créer un guide pour aider d'autres personnes victimes d'injustices similaires. Elle nota soigneusement chaque détail de la conversation et ressentit une profonde satisfaction intérieure. La justice n'était pas seulement personnelle, elle devenait collective et inspirante pour d'autres. À 11h02, les corrections officielles commencèrent à être publiées sur les registres et bases de données officielles. Chaque point d'omission et de refus rectifié et chaque erreur administrative corrigée de manière mesurable et transparente. Chaque action de Claire avait produit un effet tangible et irréfutable. La société et le système qui l'avaient ignoré et humilié furent désormais contraints à la reconnaissance et à la transparence, et ce fut une victoire complète sur tous les fronts. Les voisins et passants qui avaient participé aux moqueries ou à l'indifférence commencèrent à changer d'attitude. La perception sociale de Claire passa de celle d'une femme vulnérable à celle d'une figure respectée et inspirante. Les témoignages de soutien affluaient même de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, et chaque mot positif renforçait son nouveau statut et son pouvoir de transformation dans la communauté. À 12h30, Claire se promena dans les rues de la Croix-Rouge. Chaque pas semblait accompagné d'une aura nouvelle. Les enfants qui autrefois l'avaient raillée la saluaient maintenant avec curiosité et respect. Les commerçants qu'elle connaissait depuis des années l'accueillaient avec des mots chaleureux, et même les anciens collègues de Julien la contactaient pour s'excuser et offrir leur soutien. Chaque humiliation passée s'était transformée en capital social et moral, et chaque action corrective renforçait sa position et la perception de sa force. À 13h05, elle reçut un dernier email officiel de Genève confirmant toutes les informations et reconnaissant publiquement les erreurs et négligences passées. Chaque correction était documentée et mesurable, et Claire sentit une satisfaction profonde. Elle avait non seulement obtenu justice pour elle-même, mais avait créé un précédent et un modèle pour d'autres, et chaque sourire et chaque mot de soutien qu'elle recevait devenait une preuve tangible que la justice pouvait être restaurée. Et vous auriez-vous cru possible qu'une douleur accumulée depuis des années se transforme en un impact concret et mesurable sur votre entourage et sur le système? Auriez-vous le courage de suivre la même méthode que Claire pour transformer vos blessures en force et justice? Dites-le dans les commentaires et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de comprendre que persévérance méthodique et détermination peuvent créer un impact durable. Le soir du 14 février 2018 à 19h26, Claire s'assit dans son appartement rue de la Barre, la lumière douce des lampes éclairant les murs et les photos anciennes de Julien accrochées au mur. Chaque image rappelait des souvenirs heureux et douloureux en même temps, mais maintenant ils étaient teintés de force et de clarté. Elle prit une profonde inspiration et sentit que toute la tension accumulée depuis 3 ans s'était transformée en énergie pure et en confiance intérieure. Elle repensa à chaque humiliation, chaque moquerie, chaque regard méprisant, chaque injustice administrative et sociale, et comprit que ces expériences, aussi cruelles soient-elles, avaient forgé une détermination qui ne pouvait être brisée. Elle regarda son carnet noir et son ordinateur, où chaque preuve avait été méticuleusement classée, et se dit que la méthodologie et la persévérance avaient été ses armes les plus puissantes. Chaque détail précis, chaque date exacte, chaque document tangible avait été un pas vers la justice et la reconnaissance. Claire se leva et ouvrit la fenêtre. Les lampadaires éclairant la rue humide et silencieuse de Lyon. Elle pensa à toutes les personnes qui avaient douté d'elle, qui l'avaient jugée ou ignorée, et réalisa que la véritable transformation ne venait pas seulement de la victoire sur les autres, mais de la victoire sur soi-même, sur la peur, sur le doute et sur la douleur. Elle avait appris que la force n'est pas toujours visible, mais qu'elle peut changer le monde. Elle prit son téléphone et écrivit un message à son frère Alain et à ses amis les plus proches. Merci de votre soutien et de votre patience. Grâce à vous, j'ai pu transformer ma douleur en action et créer un impact réel et durable. Chaque mot était chargé d'émotion et de gratitude. Elle savait que cette transformation personnelle et sociale allait au-delà de sa propre expérience et pouvait inspirer d'autres personnes à ne pas se laisser écraser par l'injustice. Claire pensa à Julien et à leur lien inébranlable, même à distance, et murmura « Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi et pour toutes les injustices que nous subissons ». Elle se sentit pleinement responsable de sa propre histoire et de la manière dont elle voulait que le monde l'aperçoive. Elle n'était plus la femme humiliée de 2017, elle était devenue un symbole de persévérance, de méthodologie et de force. Elle se tourna vers la caméra invisible du récit et sembla parler à tous ceux qui avaient suivi son parcours. Vous aussi, vous pouvez transformer vos blessures en force, vos humiliations en méthodologie et vos injustices en justice tangible. Claire savait que le chemin n'était pas facile, mais que chaque action précise pouvait générer un impact durable. Elle invita chacun à réfléchir sur sa propre vie et à agir avec détermination et clarté. Et maintenant, je veux que vous preniez un moment pour penser à votre propre expérience. Avez-vous été blessé, humilié, ignoré ou sous-estimé? Et comment pouvez-vous utiliser ces expériences pour créer un impact positif sur votre vie et sur votre entourage? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que persévérance et méthodologie transforment la douleur en puissance. Et si vous voulez continuer à recevoir des récits inspirants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez le signal pour ne rien manquer et rejoignez notre communauté de personnes déterminées à ne plus laisser l'injustice passer.
Claire regarda une dernière fois les lumières de Lyon scintiller sur le Rhône et murmura avec un sourire apaisé. Maintenant, je sais que rien ni personne ne pourra m'arrêter, et avec ces mots, la transformation était complète, la douleur avait été convertie en puissance, la souffrance en action, et l'injustice en justice tangible et inspirante.